Vous écoutez Europe 1, il est 8h14. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez ce matin Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre et sénateur de la Vienne. Oui, à Alep, la ville martyre est en train de tomber ou sur le point de tomber. Bienvenue Jean-Pierre Raffarin, bonjour. Vous êtes aussi président de la Commission des Affaires étrangères du Sénat et vous voyagez beaucoup, vous rentrez des États-Unis et de Chine. Alep, c'est sur les ruines et les morts que Bachar el-Assad est en train de reconquérir Alep. Le pape écrit une lettre personnelle à Bachar pour qu'il stoppe les violences. François Hollande lance un ultimatum humanitaire. Est-ce qu'à un moment, en France, tous les politiques pourraient agir ensemble contre le massacre d'Alep ? Bonjour à tous. Je pense, Jean-Pierre Elkabbach, que tous les politiques, en effet, devraient aujourd'hui lancer un message de révolte vis-à-vis de ce drame humanitaire qui est en train de se développer à Alep. C'est quelque chose de monstrueux et on voit bien qu'il y a une accélération stratégique dans cette affaire. Tout ça n'est pas simplement une question de guerre locale, c'est au fond une stratégie sur cette guerre du Levant, sur cette guerre en Syrie et en Irak. Mais la plupart des États, jusqu'à présent, démontrent leur impuissance face à la coalition Poutine-Bachar. Et oui, parce que les États-Unis se sont quelque peu retirés. Monsieur Obama n'est pas innocent de cette situation. En laissant la main aujourd'hui à Bachar et à ses alliés que sont la Russie et l'Iran, il donne la possibilité d'exterminer l'opposition à Bachar el-Assad et à créer cette situation nouvelle. Je pense que nous allons assister dans les semaines qui viennent à une accélération des violences. Pourquoi ? Mon hypothèse, c'est que les Russes, les Iraniens et surtout Bachar el-Assad ont décidé d'être les vainqueurs le 20 janvier quand M. Trump viendra en fonction et qu'on puisse créer une nouvelle relation entre la Russie et les États-Unis à partir d'une victoire de cette alliance. Et ils sont en train d'y arriver. Et ils sont en train d'y arriver. C'est pour ça qu'il y a une accélération. J'ai reçu le maire d'Alep il y a quelques jours. Il pensait encore que ça allait durer. Mais je lui ai dit non, ça ne va pas durer. Vous allez voir, il va y avoir une accélération parce que le 20 janvier, M. Trump est président des États-Unis et que face à lui, M. Poutine veut se présenter en vainqueur de cette guerre du Levant. Et d'ici là, Donald Trump aura nommé des milliardaires autour de lui et l'ancien patron d'Exxon qui a de bonnes relations avec Poutine. Mais vous rentrez de Chine, je l'ai dit tout à l'heure, comment la Chine, qui se veut unique, juge-t-elle Donald Trump qui croit à l'existence de deux Chines ? Et pour la Chine, il faut bien savoir que dire qu'il y a autre chose que la Chine continentale, c'est un drame absolu avec des conséquences graves. Mais comme toujours, M. Trump semble imprévisible, parce qu'il a envoyé deux messages contradictoires. D'une part, il a annoncé qu'il proposerait un ambassadeur qui connaît très bien la Chine et que les Chinois connaissent bien, donc ça les avait plutôt rassurés. Et après, il y a ce coup de fil à Taïwan et cette perspective des deux Chines. Il est clair que pour la Chine, c'est l'unité qui compte. La Chine, elle a quelque chose qui est vraiment un scénario de l'horreur, c'est le scénario de Gorbatchev, c'est l'éclatement de l'Union soviétique. Elle ne veut pas être éclatée, elle veut rester une. En Chine, l'unité, c'est la valeur fondamentale. Ils veulent rester groupés. Et donc ça, c'est une tension très très forte. Il faut faire très attention à la tension entre la Chine et les États-Unis. Donc vous attendez... Le monde est dangereux. Le monde est très dangereux. Il y a des foyers de crise partout. On n'a pas besoin de cette crise supplémentaire. Surtout que ça finira par s'entendre parce qu'aujourd'hui, c'est la Chine qui est le banquier de l'Amérique. Quand un Américain gagne $1, le Chinois il gagne le tiers. Mais c'est le Chinois qui lui finance aujourd'hui le déficit américain. C'est les Américains, mais ça a des conséquences pour nous les Européens, évidemment. Ça a évidemment des conséquences qui ne seront pas toujours toutes négatives. Parce que les projets d'investissement de la Chine vont venir en grande partie sur l'Europe, parce que l'Europe, finalement, c'est le partenaire dont la Chine a besoin. Et la route de la soie, qui est un projet de milliards et de milliards d'investissements, ça va nous concerner. Et de ce point de vue-là, la distance entre les États-Unis et la Chine peut servir le développement en Europe. Vous faites combien de voyages en Chine par an ? 3 ou 4. La Chine proteste en ce moment parce que les États-Unis et l'Europe ne la traitent pas comme promis d'économie de marché, ce qui lui permettrait d'inonder d'ailleurs l'Europe des produits à bas prix. Est-ce que l'Europe a raison ? L'Europe a raison de vouloir imposer ce qu'elle appelle la réciprocité. D'ailleurs, les Chinois, ils disent toujours, on veut du gagnant-gagnant. Par exemple, les Chinois peuvent participer à nos marchés publics et nous ne pouvons pas toujours participer à leurs marchés publics. Donc l'idée de base, c'est de dire ce que vous pouvez faire chez nous, on doit pouvoir le faire chez vous. Donc l'idée du commerce mondial aujourd'hui, c'est la réciprocité. Ce que je t'autorise, tu dois me l'autoriser. C'est ça la perspective du commerce mondial. Ce qu'il faut bien voir aujourd'hui, c'est qu'en ce monde de tension, on a besoin du commerce mondial. Le protectionnisme, l'isolationnisme, c'est un monde de tension. Il y a trop de tension dans ce monde.
Je trouve qu'on parle beaucoup trop du mot de guerre. On ne rappelle pas aujourd'hui que même s'il y a une augmentation de l'armement, cet armement, il doit être là pour protéger, comme le disait le général de Gaulle, on s'arme pour se défendre, on s'arme pour la paix, mais pas pour la guerre. Jean-Pierre, enfin, on a vu les questions du monde. On revient à la politique française. François Fillon corrige son plan santé. On a vu son papier dans le Figaro. Il n'a pas l'intention, dit-il, de privatiser l'assurance maladie. Il promet des ajustements, même de meilleurs remboursements, par exemple pour les dents et les yeux. Est-ce qu'il clarifie ou il recule ? Il clarifie, il revient à la position gaulliste un peu de la sécurité sociale, Est-ce que ça veut dire que c'était responsable. nécessaire pour vous ? Oui, il y avait un débat qui était enclenché et il était nécessaire de clarifier. Bon, c'est quelque chose de très utile et je salue cette prise de position dans le Figaro de ce matin. Mais disons que c'est un peu le piège des primaires. Vous savez, on gagne la primaire à droite et après la présidentielle, il faut la gagner au centre. Elle se joue au centre, c'est toujours un peu la complexité des primaires. La gauche va voir ce que c'est que la primaire, c'est toutes les difficultés. Je comprends que M. Macron ne soit pas allé à la primaire parce qu'en effet, il n'a pas la position idéale dans la primaire. Il est clair aujourd'hui qu'il fallait clarifier et François Fillon a clarifié. Quelle passion. Il y avait donc un projet pour les primaires et un programme pour 2017. François Fillon va présenter demain son équipe. Les jupéistes auront-ils toute leur place et vous, Jean-Pierre Raffarin, la vôtre ? Je n'en sais rien encore. J'ai eu un coup de fil avec François Fillon, mais je ne l'ai pas rencontré. Vous encore, acceptez donc, je ne sais Vous pas. accepteriez si je suis disponible pour faire campagne. Il est clair qu'on n'a pas pris la victoire de François Fillon à la primaire comme une défaite. C'est notre camp. Et il y a beaucoup de choses que nous trouvons bien dans le programme de François Fillon. On a de l'estime et du respect pour sa personne. Donc il n'y a aucune difficulté. Moi, je reste disponible pour mener campagne. Je sais faire campagne, mais je ne suis pas dans une situation où je réclame ceci ou cela. Vous êtes au-dessus. À l'équipe de décider de ce qu'elle souhaite. Votre champion avec conviction, avec fidélité, c'était Alain Juppé. Affection irréductible pour Alain Juppé. François Fillon est-il trop libéral, trop à droite pour devenir tout de suite votre champion, ou il faut qu'il travaille encore, qu'il clarifie encore? Il est notre champion, il a gagné la primaire. La primaire, c'est une question d'éthique. Quand on s'engage dans un principe démocratique, moi je suis un démocrate profond, la démocratie, ça se respecte. Le résultat, il est qu'il a gagné, il est donc le champion. Et est-ce que vous souhaitez que votre ami Alain Juppé s'engage aussi dans la campagne de François Fillon pour le faire gagner? Je pense qu'il sera nécessaire à la victoire. Je pense que ce sera une campagne comme toutes les campagnes présidentielles difficiles. Vous savez, il ne faut pas croire que les choses sont simples. Le match sera très serré et donc on aura besoin de tout le monde. Et je pense qu'Alain Juppé est une voie de responsabilité, surtout dans le désordre du monde actuel. On aura besoin de lui, évidemment. La gauche veut imiter la droite, vous l'avez dit tout à l'heure, pour ses primaires de janvier. Ils seront probablement 7, comme vous. Lequel serait l'adversaire le plus dangereux pour François Fillon, qu'il soit à l'intérieur de la primaire ou à l'extérieur comme Emmanuel Macron? Très franchement, de mon point de vue, l'adversaire le plus dangereux, c'est Mme Le Pen, puisqu'ils vont être trois, là. Ils vont être trois socialistes. Celui qui aura gagné la primaire, M. Macron et M. Mélenchon. À 3 pour se partager, leur dernier score était 23% régional. Ça veut dire qu'ils ne sont pas qualifiés au second tour. Donc je pense que s'ils continuent à se diviser comme ça, ils ne sont pas au second tour. Donc le second tour, il est contre Mme Le Pen et c'est notre adversaire dans cette bataille. D'épouvantail, alors qu'à l'intérieur du Front National, il y a des divisions notoires. Si on fait des primaires, et si nous avons fait des primaires, nous, c'est pour sélectionner un candidat qui a accès au second tour. À partir du moment où, chez les socialistes, il y en a qui refusent la primaire, ça veut dire qu'ils mettent en cause leur participation au second tour. Un mot, Christine Lagarde devant la Cour de justice de la République, on lui reproche des fautes qui dépassent le niveau d'une simple négligence. Elle a été votre ministre. Est-ce que vous pensez qu'à l'époque, elle s'est contentée de suivre des directives, qu'on l'a abusée, ou que des directives venaient de plus haut? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? J'ai estime et respect pour Madame Lagarde. Je ne prends pas position sur un débat judiciaire qui est en cours. Mais cependant, est-ce que vous pensez qu'elle, devant la justice, vous avez peut-être des remarques à faire sur la nature d'un tel procès? Il y a une autre cour, il y a des parlementaires qui sont désignés, il y a des magistrats, c'est à eux de faire le travail. Je n'ai jamais apprécié les pressions sur la justice. Et vous êtes un peu prudent là-dessus. Je vous le dis très clairement, quand on croit à l'autorité, c'est-à-dire qu'on respecte les principes de l'autorité, et l'autorité, c'est la justice qui doit décider dans ce pays. Je peux dire mon affection, je peux dire mon respect, mais la justice, elle appartient à ceux qui en sont la charge. Merci. Merci Jean-Pierre Raffarin d'être venu ce matin sur Europe 1 et à demain matin Jean-Pierre.